Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une nouvelle émission spéciale Mercato. Oui, ça y est, le Mercato est terminé. C'est clôturé hier soir avec une dernière recrue, le fameux grand attaquant Mitroglou. Alors on va en parler, on va faire le bilan justement de ce Mercato. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Michel Tonini. Merci Michel d'être ici avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est très sympa, j'espère que tu vas nous donner ton avis sur ce Mercato qui a été peut-être un peu différent de ce qu'on attendait, je sais pas. Oui, il y a des faux, de toute façon, il y a les inventeurs de la pétanque juste à côté, on pourra en parler aussi. Voilà, ça y est, tu trahis un petit peu le secret de ce plateau. Où est-il situé? Et oui, juste à côté du berceau de la pétanque. Salut Mourad. Salut Ben. Merci d'être fidèle au poste, toi aussi. Lieu historique quand même. On est au cœur de... Au cœur de quelle ville? On ne le dira pas. On ne sait pas, on ne va pas le dire. Alors, c'est la coutume de cette émission. On commence toujours par un avis tranché. Et aujourd'hui, c'est Michel qui va s'y coller. Alors Michel, tu peux venir prendre place ici, sur ce bureau. J'arrive. Pas sûr, mais au bureau en tout cas. Mon avis tranché, c'est même pas un avis, c'est une inquiétude vraiment tranchée. C'est qu'on a, je crois, un entraîneur qui n'est pas vraiment à la hauteur de notre club, ou tout au moins du projet champion. Parce que depuis quelques mois, on l'entend faire des déclarations sur les besoins de l'équipe. Alors un coup, il nous dit qu'il n'a pas besoin de défense et qu'il faut acheter devant. Et puis d'un coup, il se rend compte que derrière, c'est mauvais, alors que 99,9% des supporters savaient que la défense de l'OM était pourrie. D'un coup, vite, panique à bord, il faut acheter en catastrophe un stopper. Alors, forcément, à 24 heures de la clôture du Mercato, les bons, ils ont déjà tous trouvé un club. Donc on récupère Abdenour. Abdenour, il n'était pas mauvais à Monaco, mais depuis, on ne sait plus trop ce qu'il vaut, vu qu'il était remplaçant. L'attaquant, on a pataugé. Alors, est-ce que c'est l'OM qui n'est pas attractif, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas trop quel type d'avant-centre récupérer? Est-ce qu'il faut un avant-centre qui prend des espaces? Est-ce qu'il faut un avant-centre qui prend que la surface? On se pose la question. Nous, aujourd'hui, on n'a toujours pas vu le style de jeu que voulait définir Garcia. Donc, très sincèrement, on en est à vraiment se poser la question, c'est si le projet champion, c'est pas un mot jeté en l'air, ou si, en face du projet champion, on a pris les personnes qu'il fallait. On ne parle même pas de l'équipe, parce que l'équipe, de toute façon, on est supporters de l'OM, on va bien sûr les encourager, parce que quel que soit l'effectif, on l'encourage. Par contre, on peut vraiment se poser la question de savoir si par hasard, ceux qui sont à la tête de cet effectif sont à la hauteur du projet. On verra bien, mais mon avis tranché, c'est que c'est une inquiétude tranchée, j'y crois pas. Merci Michel pour ton avis tranché. Un petit mot à dire, Mourad, là-dessus. On a déjà débattu de ça aussi, de Rudy Garcia et de l'inquiétude qu'on pouvait avoir aussi par rapport au jeu qu'il propose. J'ai envie de rajouter là-dessus que là, Garcia, il n'a aucune excuse. L'attaquant, on lui a ramené l'attaquant dans le style qu'il voulait, le défenseur dans le style qu'il voulait. On a fait tous les choix dans les styles qu'il voulait. Donc s'il se plante, il n'a aucune excuse. Ça fait depuis, je ne sais même pas si même Didier Deschamps, il a eu autant la première année, ce qu'il a eu autant la mainmise et tous les choix qu'il voulait. Parce que là bon, non, après c'est sûr qu'il y a eu il voulait Giroud, etc. Mais dans les profils, là, Garcia, il a fait tous les choix, il a demandé tous les trucs, là il a tout ce qu'il veut. Donc s'il se plante, il l'assumera. Et le problème, c'est que je pense qu'il ne va pas assumer, parce que Garcia, c'est quelqu'un qui est difficile à... Attends, il a le droit aussi de réussir, Garcia. On espère. Franchement, comme Michel a dit, on est aussi supporter de l'OM. Donc moi aussi, je suis inquiet, mais j'espère me tromper. À chaque fois que je dis une chose négative sur l'OM, j'espère me tromper. Donc j'espère me tromper. Allez, on va donc passer au gros débat. Et donc, on va faire le bilan de ce Mercato. C'est tout de suite. Allez, le gros débat du jour, c'est forcément le Mercato. On a assisté ce matin à la conférence de presse du grand attaquant que tout le monde attendait à Marseille. C'est Mitroglou. Mitroglou, finalement, qui a été signé dans les... Konstantinos Mitroglou, dieu grec qui débarque à Marseille. Et donc, pour la modique somme de 15 millions d'euros.
Tu vas nous expliquer un petit peu les détails, Mourad, de ce transfert. Je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, mais par contre, ce qui est révélé par Ojogo hier et un peu confirmé par l'équipe ce matin, c'est que ce serait 15 millions plus 50% d'intéressement à la revente pour Benfica. Et avec en plus, si une offre de 30 millions arrive pour le joueur, l'OM obligé de vendre et de refiler les 50% à Benfica. Donc moi, ça me paraît être un très mauvais deal. Après, c'est vrai que comme tu le disais hier, peut-être qu'on ne va pas le revendre aussi. C'est un joueur qui a 29 ans. A priori, il a signé donc pour 3 ans. 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, donc, mais dans tous les cas, longue durée. Il y a peu de chances qu'il soit revendu. Ou alors, mais s'il explose, ça veut dire qu'il explose à l'Olympique de Marseille. S'il explose et qu'il nous met 40 buts et qu'on a une offre de 30 millions, eh ben on sera gros gens comme devant et on dira oui, bah écoutez, vous pouvez le prendre. Mais ça prouve une chose aussi, c'est qu'on était vraiment à la limite du panic buy, là, de l'achat de panique où tu es obligé, tu peux plus négocier, tu peux plus dire ouais, mais nous on veut ça. Alors on se laisse pas imposer les lois du marché, mais alors là quand même, Jaco. Michel, toi qui connais très très bien ce joueur pour l'avoir suivi à de nombreuses reprises, tu regardes tous les matchs de Benfica. Et qu'est-ce que tu penses de ce transfert de dernière minute, donc Mitroglou? Est-ce que c'est l'attaquant que tu attendais de voir à l'Olympique de Marseille? Je crois que oui. Hein. Ben, j'en passerai, je ne savais pas qui c'était. Donc après, il y a 25 ans en arrière, ça aurait fait rêver parce qu'il y a 25 ans en arrière, quand il y avait un joueur qui arrivait de l'étranger, on n'avait pas tous les réseaux sociaux, on n'avait pas toutes ces informations qui pleuvaient dans tous les sens. Donc ça faisait exotique et on se disait ouais, génial. Là, très sincèrement, j'espère, bien évidemment que j'espère qu'il va arriver, qu'il va tout casser, qu'il va planter 40 buts et qu'on va être champion. Mais bon, après je vais me réveiller un peu et je vais dire… Bon, après, Mitroglou, c'est pas non plus un anonyme complet, quoi. Il a joué à Benfica, il sort de 2 saisons complètes. En gros, c'est 15 buts par an sur toute sa carrière. Plus, 20. Enfin ouais, non, il y a eu quelques saisons où il était… Voilà. Mais bon, les stats aussi… Donc ça reste un bon joueur. C'est pas la classe mondiale, mais non, Mourad, ça reste… moi, je ne le connais pas, mais donc j'ai demandé à un spécialiste du… Le connaît, ce joueur ? Enfin, je l'ai vu jouer 3 fois, donc je t'avoue que c'était pas le joueur que je regardais le plus attentivement. J'ai vu regarder Benfica Dortmund, je faisais plus attention aux joueurs de Dortmund que de Benfica malheureusement. Mais j'ai demandé à un spécialiste du football grec qui m'a dit c'est le 9 typique. Qui est costaud et qui n'a pas une technique de fou mais qui a une bonne technique devant le but. Le geste du buteur normalement il l'a, donc au moins c'est ce qu'on recherche et c'est exactement le profil que recherchait le Garcia, costaud, bon, qui sait se servir de son corps, donc voilà, et aussi qui a joué à l'Olympiakos où c'est chaud comme pas possible et à Benfica où c'est chaud aussi, donc qui a un bon tempérament, qui peut s'adapter. Sur le papier ça paraît pas trop mal, sur les stats, sur ce qu'on nous en dit, ça paraît pas trop mal. Donc maintenant, on va juger sur pièce et on espère une bonne surprise, comme il a dit Michel. Quand tu vois la gestion du mercato, Michel, tu as l'impression que, effectivement, comme il dit, c'est un achat un petit peu de panique de dernière minute, Mitroglou ou Mais ça m'étonne d'ailleurs que ce soit un achat de panique de dernière minute, parce que malgré tout, quand on écoute notre cher entraîneur, c'était sur l'attaquant qu'il fallait faire l'effort. La défense, c'était parfait, on ne touchait rien. Hein. Il avait annoncé, on a une très bonne défense, mais il fallait acheter un attaquant. Donc, si on n'a pas trouvé le vrai attaquant, il n'y a pas 36 solutions. Soit l'OM n'arrive pas à attirer un bon joueur et n'a plus aucune attractivité, soit c'est trop cher. Et le troisième truc, Michel, c'est soit tu t'es focalisé sur un type Olivier Giroud qui ne voulait pas venir pendant des mois, et après, à la fin, quand tu comprends que ce sera mort, tu ne vas pas réussir à le faire. Voilà quoi. Ouais, peut-être qu'il y a aussi un quatrième facteur, c'est qu'on avait trouvé des attaquants style comment il s'appelle, Baka ou quoi, et que ça ne plaisait pas à notre entraîneur. Toi, tu aurais préféré un de ces deux joueurs, Baka ou Jovetic? C'est à peu près la même gamme. Ils sont pas venus, donc. Mais par contre, dans le style de joueur. C'est le sentiment que j'ai, que beaucoup de supporters partagent, c'est que en fait Garcia
avait dans sa tête un profil bien spécifique et que ce profil bien spécifique, il n'existe plus beaucoup dans le football, tout simplement. Les avant-centres statiques dans la surface, il n'y en a plus beaucoup parce que c'est le jeu moderne, il est fait de mouvements, il est fait d'accélération, de repli et c'est terminé l'avant-centre qui se plante au milieu de la surface avec les ailiers qui s'entrent, c'était dans les années 70. Et d'ailleurs, j'ai un collègue qui a des origines grecques, un Marseillais mais avec des origines grecques, donc forcément il suivait un peu l'Olympiakos. Quand Mitchell est arrivé, je lui ai dit ah oui, tu connais Mitchell? Il m'a dit ouais, c'était pas trop mal à l'Olympiakos. Son jeu, c'était de faire des centres pour que Mitroglou y finisse. Donc apparemment Mitroglou, il avait fait deux bonnes saisons, mais par contre, je pense que Rudy Garcia, il a la même idée que Mitchell en fait avec Mitroglou, et à faire des centres pour que Mitroglou y finisse. Ça va être compliqué. S'il finit à 40 buts, tout le monde sera content. Voilà. On espère tous qu'il va marquer 40 buts, parce qu'on est tous supporters de l'OM, et maintenant qu'on a cette nouvelle équipe, on espère le meilleur destin pour elle, parce que c'est aussi le meilleur destin pour nous. Alors, on va faire le bilan de ce mercato et je vais vous donner donc toutes les recrues estivales de l'Olympique de Marseille. Alors, il y a eu Valère Germain, Luis Gustavo, Steve Mandanda, Adil Rami et donc finalement Mitroglou. Ça, c'est les joueurs qu'on a pu acheter. Et puis, il y a deux joueurs qui ont été prêtés. C'est Jordan Amavi et Abdenour. Alors, est-ce que tu es satisfait déjà de ce mercato globalement? Si tu regardes toutes ces recrues, tu te dis l'OM a fait un… Alors c'est le mot qui revient souvent, enfin en tout cas au début du mercato, c'était le mot qui revenait souvent, c'était cohérent. Un mercato cohérent. Est-ce que pour toi c'est un bon mercato? Oui, la cohérence on verra plus tard. Si on doit les prendre dans l'ordre, Steve Mandanda, ça va, on le connaît, on a des certitudes sur le gardien, il connaît parfaitement la maison olympienne, donc ça c'est très très bien. Après, dans la défense, Abdenour, il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit au niveau qui était le sien à Monaco, parce que sinon, ces 2 dernières années, il avait disparu. À ma vie, c'est peut-être un bon petit jeune, mais il est allé en Angleterre, il n'était pas à Manchester United, il était dans un petit club anglais. En deuxième division même. Oui. Il fait une saison deuxième. Ouais. Après, Rami, c'est pareil qu'Abdenour, quoi. Est-ce qu'il est encore au niveau déjà sur les premiers matchs, ce qui monte, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais est-ce qu'il a une saison complète dans les jambes? Ça, c'est autre chose. Après Luis Gustavo, Luis Gustavo, c'est la vraie, on va dire, la vraie bonne pioche d'un vrai joueur de classe internationale. Et j'ai bien peur qu'il soit un peu esselé, surtout qu'il ne corresponde pas, encore une fois, au style de jeu que veut imprimer Garcia, parce que lui, c'est quand même un joueur qui aime bien traverser les lignes et porter le ballon devant, mais vu que le jeu de l'OM c'est assez statique, j'ai peur qu'il s'épuise rapidement. Après, Valère Germain, c'était la super belle recrue, belle affaire, mais je pense qu'il va finir remplaçant, vu qu'on vient de prendre Mitroglou. Donc après, au-delà de ça, il y avait le mercato d'hiver, donc Payet, on le connaît, c'est ce qu'il vaut. Moi, j'espère qu'il ne va pas faire comme quand il était chez nous avant, tomber malade à partir de fin novembre et réapparaître fin mars, parce que ça fait un gros trou de 5 mois. Et Sanson, c'est un bon petit espoir. Certes, je pense qu'on aurait pu s'en passer, il ne sert à rien. Patrice Evra, t'as oublié, c'est parce que lui, il est recruté pour faire community manager. Non, lui, il est vraiment recruté pour être sur Instagram. Ça fait cher le community manager quand même. Quand tu regardes donc toi les recrues estivales, Mourad, là aussi tu as l'impression que qu'est-ce que tu en penses? C'est cohérent ou il y a quand même des petits manques qui sont là? Déjà, au moins, c'est cohérent au niveau de la langue. Il y a un tweetos qui a mis hier, on remercie les agents qui ont proposé Gustavo et Mitroglou pour nous avoir montré qu'il existait des joueurs qui n'étaient pas français. Parce que ça, apparemment, parce que Gustavo et Mitroglou, c'est des agents qui sont venus nous les proposer. Parce que sinon, parce que Mitroglou, par exemple, normalement, on ne le faisait pas. Gustavo, après, on nous l'a proposé, après, ils ont travaillé sur le truc. Mais sinon, on cible que des Français. Donc déjà, au niveau de la cohérence, c'est français, quoi. Français ou francophone. Là-dessus, c'est cohérent. Après, tu as ramené de l'expérience, surtout, parce que tu dis aussi, de l'expérience, c'est ce qui fait gagner, etc. Sur le papier, tu es revenu à une équipe qui a un niveau plutôt sympa, un peu comme… Je pense que l'effectif… il est d'un niveau de celui de Bielsa ou de Deschamps ou des trucs comme ça.
avec des plus, des moins ici ou là, mais voilà, t'es pas parti taper aussi haut que tu pouvais l'espérer à la base. Toi, tu penses aussi que cet effectif-là, il n'est pas, Non, mais ce n'est pas un effectif qui correspond à la dénomination du projet champion. Nous, on est restés, comme on est bêtes et méchants, nous les supporters, quand on nous annonce un Champions Project, forcément on attend de voir un recrutement qui correspond à ça, ou tout au moins une esquisse de ça. Parce qu'en plus, ils nous ont annoncé 200 millions d'euros en 4 ans. Si on fait bien le compte de tout ça, ils en ont bouffé la moitié. même plus. Ouais. Plus même. Donc là, maintenant, pour recruter la suite pour le Champions Project, ça va être un peu compliqué. Mais sans vente, en fait, le projet il va vite s'arrêter, hein, parce que effectivement, tu as bouffé plus de la moitié du budget. Mais on va vendre qui? Bah, tu as des gros potentiels Sans cet Lopez et effectif. Thomas, après tu repars en... Non, mais enfin, on y revient toujours, mais c'est cette communication à la base. Et nous, on avait parlé à un moment, il y a un mois, on avait dit c'est plutôt que de parler OM Champions Project, on va parler OM Séville Project, parce que tous les joueurs qu'on voulait, Séville les voulait, et puis que c'était un peu un cran en dessous. Et on nous a dit mais vous comprenez rien que vous crachez sur l'OM, vous crachez sur le projet. Aujourd'hui, quand on dit OM Séville Project, on dit ah, c'est quand même pas mal, hein, c'est mieux que ce qu'on peut faire. Donc bon, c'est ça. En fait, si tu avais annoncé l'OM Séville Project clairement, au départ, tu disais voilà, nous on fait un projet où on va essayer de se positionner comme ça, etc. Et là, tu serais pas déçu. Tu dirais bah, le recrutement, on a un truc qui est à peu près comme on l'espérait. Ouais, parce qu'ils ont dit OM Champions Project, mais ils ont aussi dit 200 millions d'euros d'entrée. Donc... Et heureusement qu'ils ont dit ça, des 100 millions sur 4 ans. Comme ça, quand on voit les prix qui se pratiquent d'un coup, on se dit que finalement, on peut oublier le Champions Project parce que maintenant, quand on voit qu'un joueur de Dortmund part à Barcelone pour 140 millions ou un truc comme ça, que le Qatar Football Club achète pour 500 millions d'euros de joueurs, enfin 3 joueurs, hein, pas une équipe complète. Quoi. Donc on se dit que finalement... c'était le Champions Project d'il y a 10 ans à l'arrière de 100 millions d'euros. Ça, c'est très intéressant de le dire parce qu'on nous a refait le coup des… Ouais, alors, mais ils sont pas arrivés il y a 10 ans. Vas-y, je te laisse. On nous a refait le coup du… Alors, l'OM a investi 330 millions sur les 10 dernières années. Nous, on a investi 110 millions sur les 2 derniers mercato. Génial, sauf que arrête de te comparer avec ce qui se faisait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, voilà, comme Michel l'a dit, tu avais beaucoup plus pour 100 millions. Là, tu as un marché qui est différent. Dembélé, il vaut aujourd'hui 140 millions. Peut-être que, et même avant, parce qu'on va dire oui, mais c'est parce que le PSG a déréglé le marché, etc. Dembélé, il y a 10 ans, tu l'avais pour 15 millions, non? Non, tu l'avais pas pour 15 millions non plus, peut-être, mais dans tous les cas… Il misait pas sur des joueurs de 18 ans. C'est vrai qu'à l'époque, tu misais moins… Dembélé de Barcelone. Non, mais tu mises moins sur des jeunes… signé à Barcelone. Il y a 10 ans. Mais pourquoi? Parce que comme l'a dit Michel, il y a 10 ans, tu misais pas sur des jeunes, tu misais moins sur des jeunes en fait. Tu misais plus sur des joueurs confirmés, tu mettais l'argent sur les joueurs confirmés. Maintenant, tu mises sur les jeunes. Donc ça, première configuration du marché qui a changé. Et puis après, tu as les prix, tu as une inflation. Ça fait et ça fait pas, c'est venu continuellement, tu sais, tous les ans. Même avant ce mercato, tu devais déjà payer beaucoup plus cher pour avoir un bon joueur, 30-40 millions. Ils sont pas arrivés il y a 10 ans. C'est pas il y a 10 ans, ils ont dit on va mettre 200 millions. C'est l'année dernière. L'année dernière, il y a Pogba déjà qui est transféré pour 100 millions d'euros. Donc cette inflation-là, elle était déjà en marche. Donc tu peux pas dire aujourd'hui oui mais vous comprenez. Voilà, prends Mkhitaryan par exemple. Non, Michel, disons qu'à la base, nous on se disait tous c'est une grosse connerie d'annoncer des chiffres. On dit on a un projet champion, on n'annonce aucun chiffre, comme ça on peut travailler tranquillement sans annoncer parce qu'on sait très bien aussi qu'en face de nous on a des gens qui sont voraces et que quand l'OM se présente à la porte d'un club, c'est pas le même tarif qui est proposé à l'OM que si c'est Lyon qui va se présenter, ça c'est clair. Après, avec le recul, on se dit que heureusement qu'ils ont annoncé 200 millions sur 4 ans. Comme ça nous oblige, nous aussi, supporters, à revoir un peu les ambitions vers la baisse. Parce qu'on sait très bien qu'avec 200 millions sur 4 ans, on n'a pas les moyens de faire un Champions Project. Et quand on a 200 millions, est-ce que c'est une bonne idée de mettre 30 millions d'entrée de jeu sur Dimitri Payet? Est-ce qu'il ne fallait pas mieux se concentrer sur peut-être
ce fameux grand attaquant et la tête de gondole de ton équipe. Ils ont voulu frapper fort. La star de l'équipe, c'est Dimitri Payet. Mais ils ont voulu frapper fort d'entrée en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on balance 35 millions sur le mercato d'hiver et vous allez voir la suite. Et puis la suite, on a vu que c'était beaucoup plus difficile. Alors justement, après ça, ils ont dit on veut taper fort cet été. C'est l'objectif, le moment fort du nouveau projet. Quand on regarde le mercato, est-ce qu'on peut dire que l'OM a frappé fort? Voilà, encore une fois, c'est une erreur de com, donc on leur a assez tapé dessus pour la com. Ce qu'on va dire, c'est que ils ont reconstruit une équipe. Voilà, ils ont reconstruit une équipe avec cet argent. Il ne fallait pas dire taper fort, parce que taper fort quand tu es à Marseille, ça veut dire autre chose. Et d'ailleurs, tu as soumis à Jacques-Henri Hérault cette citation qu'il a dit non, moi j'ai jamais dit. Bon, c'était Franck Macourte qui l'avait dit. D'ailleurs, tu peux nous la donner exact. Alors là, je cite Monsieur Courte. Monsieur Courte, comme dit Gaudin. Comme Jean-Claude Gaudin l'appelle. Donc mon but numéro 1, c'est d'être dans le top 3 de la Ligue 1 tous les ans. Le but numéro 2, c'est de gagner le championnat plus souvent que je ne le perds. Et puis, le but numéro 3, c'est tout simplement gagner la Ligue des Champions. On doit y parvenir dans cet ordre. Voilà. Alors, selon toi, il y a un petit décalage, Michel, entre une déclaration comme ça et puis les faits qui suivent derrière? Pas forcément, hein, mais quand Monaco est arrivé, le nouveau Monaco avec les Russes, d'entrée, ils ont frappé très très fort. Ils ont pris un certain Falcao. Et pas que lui, Rames, etc. Après, ça on peut dire, c'est frappé fort. Manifestement, derrière, ils ont changé leur fusil d'épaule parce qu'il a dû avoir un divorce qui lui a coûté très très cher. Et donc il a essayé de tout vendre et ils sont repartis avec un autre schéma de jeu. Mais malgré tout, ils ont réussi à être champions. Et maintenant, alors c'est vrai qu'ils ont des facilités sur les charges sociales, fiscales, etc., etc. Mais bon, là, ils ont engrangé ces 100 millions d'euros de vente au mercato d'été. Mais pour ça, il faut... Mais pour ça, il faut frapper fort d'entrée, constituer un effectif, mettre des jeunes en poulinière à la limite. Et puis tu les avais moins entendus quand même, Monaco, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas plastronné. Non, mais parce que Monaco, tout le monde s'en fout. C'est vrai. Quand à l'OM, quand il y a quelque chose qui se passe un peu exceptionnel, mais pas tant exceptionnel que ça fait la une du journal de 20 h. Donc, mais quand, frapper fort, ils n'ont pas frappé fort. Alors, est-ce qu'ils ont bien travaillé? On espère tous. Que l'effectif sera bien huilé, qu'il sera bien équilibré. Si ça prend on a un effectif pour finir troisième. On ne va pas essayer d'être plus royaliste que le roi. Le Qatar est devant, Monaco est devant. Donc il reste une petite place pour nous. Il reste Lyon. À la lutte avec Lyon. Et peut-être Nice, ils se reprennent. Nice, ça va, ils ont fait l'exploit l'année dernière, mais cette année, eux, ils ont un vrai bon coach par contre. L'effectif de Lyon, on ne peut pas dire aujourd'hui, si on regarde les deux effectifs, que c'est largement supérieur. Au début, on se moquait, c'est ça aussi, il faut se souvenir, en début de mercato, on se moquait un peu des recrues de Lyon, on se disait, ouais, Mariano Diaz, c'est quoi ce truc, etc. Machin. Maintenant, on se dit, bon, Marsal, Mariano Diaz et tout, finalement, on n'a pas tapé beaucoup plus haut que ça, quoi. Bon, je vais me faire taper dessus parce qu'on va me dire ouais, non, tu te rends pas compte parce que là, pendant quelques jours, Mitroglou, ça va être le nouveau jeu. Chaque fois qu'il y a une nouvelle recrue, pendant quelques semaines, tu peux rien dire dessus. Et après, dès que la recrue elle est un peu moins bien, on te dit ah, mais il est rené ce mec. Enfin, si on regarde aussi ce mercato, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de départ en fait. Et ouais. C'est quoi le problème? Ça, pour moi, c'est très grave. Ça veut dire que tu as mal préparé les départs et que tu vas donner cette année 500-600 000 euros de salaire tous les mois à Hugo Chan, Doria, Fanny, Bedimo. Bedimo, il est 8e arrière gauche, Fanny 8e arrière central et Doria et Bochan, ils sont devant Fanny en tant qu'arrière centraux. Ça, c'est très très grave parce que je sais que c'est des joueurs qui sont très moyens, sauf que… C'est surtout des joueurs invendables par mais leur contrat. Non. Mais non, Doria, tu avais des offres. Tu avais des offres en début de mercato. Débarrasse-toi de Bedimo et de Fanny, tu fais comment? Tu travailles en amont. Même ils ne veulent pas partir. Mais quitte à faire une résiliation de contrat avec eux, ils prennent 6 mois de contrat, etc. Sauf que la réalité, c'est que je le répète encore et toujours, le 31 janvier dernier, on demande à Jacques-Henri Hérault en conférence de presse de présentation de Certic, est-ce que c'est important de rééquilibrer la masse salariale avec des départs? Et il dit non, c'est pas important, je crois, le temps de l'investissement, le truc, machin.
Et on a aussi pas mal eu des échos ces derniers temps que les départs, finalement, eh ben, on les a préparés les dernières semaines du mercato. Et quand tu prépares des départs de joueurs invendables les dernières semaines du mercato, bah, t'étonnes pas si tu les gardes à la fin. Il fallait les préparer en mars, avril, ça. En même temps, Rolando, Doria, c'est des joueurs sur lesquels. Non, mais moi je pense non que Garcia, il n'est pas innocent dans le fait qu'on ait gardé ses joueurs dans l'effectif, parce que si on se rappelle bien ses déclarations, la défense c'était bien. Hein, il n'y avait rien à changer, c'était un attaquant. De Ligue 1. Si tu enlèves Paris, les matchs contre Paris, Monaco, Lyon. Eh oui, c'est ça. Donc il était très satisfait de Rolando, qui est son capitaine d'ailleurs très régulièrement. Oui, mais donc comme il était très satisfait, il n'y avait aucune raison pour faire repartir ses joueurs. Et là maintenant qu'il est un peu moins satisfait, on se rend compte qu'on va se les garder encore un an, minimum. Alors quand je dis qu'il n'y a eu aucun départ, en fait il y a eu un départ, c'est celui de Rémi Cabella, qui part à Saint-Etienne. Alors bon, on a eu ce débat là ici, tu aurais préféré le garder toi quand tu vois faire pour qu'il joue pas. C'est vrai qu'Ocampos, je l'ai passé devant en termes de concurrence. Oui, Ocampos ne jouera pas plus non plus. C'est les choix de Garcia encore. Mais de toute façon, après Garcia, maintenant, je crois que tous ces choix, on va les scruter avec un peu plus d'attention que l'année dernière. Et il faut quand même faire un petit signe à Rémi Cabella. Tous les supporters marseillais n'ont pas spécialement apprécié ces déclats, ces photos avec Pour l'amour des Verts, etc. Il y en a certains avec l'écharpe là, c'est un peu, qui ont un peu mal pris. Et puis on a l'impression, j'avais très hâte de porter le maillot des Verts, jouer à Geoffroy Guichard et tout. Ça faisait un peu too much quoi quand même. Bon, en même temps, quand ils viennent chez nous, ils font pareil. C'est qu'un cirque maintenant. Mais bon, et Cabella, le truc, c'est qu'il a un peu une team de. Comment dire ça de manière pas vulgaire, enfin, de gars qui voilà, ils sont très très forts derrière lui. Et vu qu'il jouait pas, ils disaient mais Cabella, t'es fou quoi, il est trop fort. Allez, je pense qu'on a fait le tour de ce bilan du mercato. Donc, on va passer au petit débat et on va parler avec toi, Michel, de la campagne d'abonnement. Allez, c'est tout de suite. Allez, donc le petit débat de l'émission. On profite de ta présence, Michel, pour faire un point sur la campagne d'abonnement. Alors, elle a commencé il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ton avis déjà sur comment ça s'est passé depuis le début, parce que c'était un petit peu… en tout cas, c'était en plusieurs phases, cette campagne d'abonnement. Comment tu as vécu ça, toi ? Disons que pour nous, déjà, pour commencer, il y a eu un souci l'année dernière avec les anciens dirigeants. Et ce souci nous a porté vraiment beaucoup de préjudice parce que malgré tout, dans l'esprit des gens, on restait en guerre contre l'OM. C'est vrai que si on a fait la guerre contre l'OM, c'était avant tout contre les dirigeants. Et parce qu'on ne pouvait pas accepter de voir de quelle manière ils détruisaient le club. Et pour terminer, ils ont détruit le dernier truc qui fonctionnait bien à l'OM, c'est-à-dire le mouvement supporter. On avait essayé de leur expliquer qu'un modèle économique qui fait 100% de vente, c'est un peu stupide de l'envoyer aux orties, mais bon, ils ont voulu faire ça. Nous, on est rentré en guerre contre eux. Cette année, forcément, on a eu du retard à l'allumage parce que psychologiquement, nos adhérents avaient peur que la situation perdure. Après, et justement, il y a une procédure, c'est ça qui est… La procédure juridique, judiciaire n'est pas éteinte à ce jour. Bon, elle est en bonne voie pour l'être parce qu'on a face à nous malgré tout des dirigeants qui sont à l'écoute et qui discutent à l'inverse des précédents. Ça va se régler à l'amiable en fait. Oui, ça va se régler. L'objectif c'est que malgré tout, chacun rende compte de l'utilité de l'autre. Parce que l'année dernière, on avait l'impression que les supporters, c'était un mal nécessaire pour l'OM. Ils avaient considéré qu'on était presque des empêcheurs de tourner en rond. Alors que malgré tout, sans la passion autour de l'OM, des supporters, des virages, l'OM, c'est pas l'OM. Donc, ça a été difficile. Le problème, c'est que maintenant, les supporters, avant, ils payaient pour voir. Nous, on avait une liste d'attente. On avait chaque année 500 personnes qui étaient en liste d'attente et qui attendaient qu'il y ait des défections pour prendre de la place. Quand, grâce aux chevelus, le stade s'est vidé, ils ont pris l'habitude, les supporters, à
attendre pour payer. Et encore cette année. Là, il y a eu un petit coup de boost parce que malgré tout, McCourt Pro des champions, donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont quand même invités à la fête, et puis ça s'est essoufflé, puis on a fait une deuxième campagne d'abonnement, et puis au 6e but de Monaco, ça s'est arrêté net. Parce que c'est ça qui était drôle, avant l'émission, tu disais, ça avait repris un petit peu, et depuis le 6e but de Monaco, ça s'est arrêté. On a fait 3 abonnements en une semaine depuis le 6e but. Ah ouais, quand même. Je pense qu'on a pris plus d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le jeu qui est prôné par l'équipe et par Rudy Garcia qui n'est pas aussi en cause on n'a pas l'impression d'avoir une équipe, on a une équipe qui souffre aussi face à des petites équipes. Il y a plusieurs catégories de supporters. Il y a ceux qui, quoi qu'il arrive, même si on met des danseurs étoilés et des joueurs de pétanque sur la pelouse, c'est viscéral, il faut qu'ils soient au stade parce que c'est leur plaisir du week-end, il faut aller encourager, c'est génial, mais ça ne représente pas 28 000 dans les virages, ça. Après, il y a ceux qui prennent par habitude en se disant je fais confiance, mais de toute façon je vais m'amuser, il y a un bon petit projet, donc je fais quand même confiance. Et puis maintenant, il y a une bonne moitié qui attend de voir le recrutement, de quoi il est fait, quel est le style de jeu proposé, est-ce que ça correspond vraiment à l'OM, droit au but. C'est pas des mots jetés en l'air. Au stade, en gros, avoir une équipe qui joue plus. Ça fait 3 ans quand même qu'on s'emmerde au stade quand même. Donc, là, l'année dernière, il n'y avait plus personne au stade, pas d'abonnés. Donc eux, ils sont arrivés au mercato. Après la campagne d'abonnement, il ne se passait plus rien. Donc on était sur l'inertie des années précédentes. Et on s'est dit, là maintenant on repart. Ils ont fait un mercato d'hiver, on va dire un peu flamboyant par rapport aux autres mercatos d'hiver, en se disant, waouh, cet été ça va être génial. Donc il y a eu un début de reprise. Mais il y avait eu des annonces un petit peu de fait de la part des dirigeants. Oui, est-ce que tu étais à cette fameuse réunion? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des dirigeants qui auraient dit vous inquiétez pas, on va recruter tant de joueurs. Et puis, non, mais de toute façon, ils nous ont annoncé, ne serait-ce que ceux qu'ils ont annoncé en conférence de presse. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. De toute façon, mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Les Yankees ont été créés en 87 sous Bernard Tapie. Il avait exactement la même attitude envers les supporters que tous ses successeurs. C'est, allez, je vais vous faire une annonce en priorité, 1 heure avant de faire la même annonce à la presse mondiale, quoi. Donc ça, et puis de toute façon, ils ne vont pas nous divulguer un secret, parce qu'ils savent très bien que s'ils divulguent quelque chose de vraiment très important, maintenant avec les réseaux sociaux, ça part directement dans la presse. Oui, mais le fait de découper cette campagne d'abonnement en 3 phases, ça aussi c'était prévu d'avance ou Non, mais ils ont bidouillé, parce que eux, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont dû avoir le sentiment, quand bombant le torse en disant vous allez voir ce que vous allez voir, le stade allait se remplir en 1 semaine. Quand ils ont vu que ça ne se remplissait pas en 1 semaine, la campagne s'est prolongée, donc on a un peu prolongé la campagne, et puis après il y a eu les premiers matchs à domicile, donc avec leur nouveau système informatique, on ne peut pas abonner pendant qu'il y a une billetterie. Donc ils ont arrêté, mais en même temps il n'y avait pas de billetterie, donc on aurait pu continuer. En fait, bon, c'était un peu à l'improvisation. Après, on a demandé à l'OM de rouvrir une deuxième campagne d'abonnement jusqu'à la fin août, parce que on était loin du compte et qu'il y avait quand même des gens qui avaient envie. Donc pendant la première semaine, bon, ça n'a pas été la folie, parce que malgré tout, on a vu les premiers matchs à domicile, on a vu les matchs en Coupe d'Europe contre Donzal, et c'était pas... Il y a ce mercato qui a traîné aussi. Et puis on attendait, et puis il y en a beaucoup qui attendaient aussi les fameux grands noms qui arrivent le 31 août. Et puis au milieu, il y a le 6-1 à Monaco. Et là... Alors, question, est-ce que depuis hier, depuis Mitroglou, les gens font la queue Franchement, ce matin, je ne me suis pas posé la question. Donc, je ferai le bilan ce soir devant l'ordinateur, mais je ne suis pas certain. Si tu disais, pendant qu'il y a des matchs, qu'il y a des billetteries ouvertes, le système, tu ne peux plus t'abonner.
C'est pour ça alors qu'il y avait ces dates un peu bizarres, genre jusqu'au 13 juillet, parce qu'après tu allais avoir l'Europa League, et après là ils remettent fin août. Quand ils ouvrent une billetterie, ils paramètrent les tourniquets, et donc ils ne peuvent plus paramétrer des cartes d'abonnement pour le tourniquet. Bon, je pense que ça doit être des problèmes techniques qui doivent pouvoir trouver solution, hein. Mais bon, là, c'est une usine à gaz, leur machin. Mais il y a beaucoup de trucs comme ça, si tu les mets les uns derrière les autres, tu vois, ils ont aussi changé la sécurité au Vélodrome, ça a été le bordel sur les premiers matchs, les mecs qui ont attendu 2 heures pour récupérer un casque de moto à la sortie, à l'entrée, il y a eu les premiers matchs aussi contre Ostende où tu ne pouvais pas rentrer, donc il y a beaucoup de choses, là ils nous parlent de problèmes aussi techniques et informatiques, donc après, ouais, sur ces points-là, peut-être qu'on peut leur laisser du temps, peut-être qu'ils sont en train de se mettre en place, ils changent tout, mais il y a beaucoup de Tu parlais aussi points comme ça. des anciens dirigeants. Les relations aujourd'hui avec l'OM, est-ce que elles se sont, j'imagine, quand même nettement améliorées parce que c'était la catastrophe avant. C'est surtout qu'il y a des relations. Mais, ouais. Voilà, quand on a un souci, alors pas un souci, mais un besoin, on a un interlocuteur, quel qu'il soit, qui sait diagnostiquer un problème et une solution. Alors ça peut traîner ou ça peut être insoluble, je ne sais rien, mais on a au moins des interlocuteurs qui savent de quoi ils parlent. Alors que jusqu'à l'année dernière, quand on appelait... Et tu as l'impression donc justement que les supporters aussi font partie de ce projet de Monsieur Courte ou c'est... C'est compliqué, on verra à l'avenir, mais moi je pense qu'ils ont en tête qu'on doit être des partenaires mais serviles. Et je ne suis pas certain qu'ils aient pris vraiment conscience de ce qu'était le supporter de l'Olympique de Marseille. Allez, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ça me paraît être une belle conclusion. C'est la fin de ce débat foot Marseille. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, dès lundi, pour une nouvelle émission. Merci Michel d'être venu. Mais je vous en prie. J'espère que tu t'es bien amusé pendant cette émission. Je me suis régalé. Eh oui, c'est l'effet Mitroglou, ça. Ça va, on lui a servi un café d'Arkane, on ne savait pas ce que c'était, s'il était comment le café d'Arkane. C'est le futur recrue de l'OM. Voilà, Mercato hivernal. C'est un bon nom de recrue. Allez, merci Mourad, merci à tous. Ciao, ciao.